Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cela fait un certain temps qu'il n'y a pas eu de vidéo en 6e, mais c'est tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit, du fait que les 6e, une partie d'entre vous ayez repris les cours en présentiel, nous avons fait pas mal de séances uniquement faites de révision. Et donc, je ne vois pas comment vous faire des vidéos de révision à part vous dire éventuellement re-regardez à nouveau les vidéos. Voilà. Donc là, nous avons tout juste commencé un nouveau chapitre, qui est le dernier chapitre d'enseignement moral et civique, qui s'intitule « Être enfant et citoyen ». Alors, pour les programmes d'enseignement moral et civique, en fait, on est libre de créer les chapitres que l'on veut. Il y a des thèmes qu'il nous faut aborder, des idées, mais du coup, voilà, ce chapitre-là ne correspond peut-être pas forcément au chapitre que d'autres camarades avec d'autres enseignants ont fait. Mais on voit finalement les mêmes notions derrière, hein. On aborde le harcèlement, on aborde la notion de tolérance, de solidarité, de civisme, etc., etc. Et vous allez voir que ce chapitre, être enfant et citoyen, eh bien, je vais essayer de le relier un petit peu à l'actualité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la crise du Covid-19 nous apprend finalement de ce que c'est que de se comporter en citoyen, faire partie d'une cité, d'un groupe de personnes en quelque sorte. Donc, la problématique de ce chapitre qui va nous tenir occupés au moins pour 2 semaines, c'est quels sont les droits et les devoirs des enfants aujourd'hui. Alors, première partie, qu'est-ce qu'un enfant? Alors, un enfant, c'est un mineur de moins de 18 ans. Un mineur, forcément, donc c'est qui a moins de 18 ans, un majeur étant une personne ayant plus de 18 ans, qui est obligatoirement placé sous l'autorité d'un adulte, donc d'un majeur. Ça peut être ses parents, grands-parents, oncles, tantes ou un responsable légal. Et cet ou ces adultes qui ont finalement la responsabilité de l'enfant, on dit qu'ils ont l'autorité parentale. Alors, regardez ce que nous dit le Code civil. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères. Donc on ne parle pas mal à maman ni à papa, hein. Ça c'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. Si vous parlez mal à votre maman, tac, Code civil, article 361-11, l'enfant à tout âge, c'est-à-dire, oh là là, c'est-à-dire que même moi en fait, il faut que je sois gentil avec ma maman, doit honneur et respect à ses pères et mères. Bon, bref, ne jamais manquer de respect à ses parents, c'est ce que nous dit la loi. Alors, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est la question d'autorité parentale. Parce que, comme je vous ai dit, l'autorité parentale, elle peut être aux parents ou à n'importe quel adulte qui est en responsabilité de l'enfant. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Donc le Code civil prévoit que vos parents doivent vous consulter quand ils prennent des décisions pour vous, mais suivant votre âge. C'est-à-dire qu'ils peuvent estimer que de toute façon, là, ce n'est pas une décision à vous de prendre. Ah, mais je vais aller dans tel collège. Ben, si votre parent estime que vous travaillez mieux dans ce collège-ci, eh bien, ils peuvent décider que voilà, vous n'avez pas la maturité nécessaire pour évaluer ce qui est bon comme vous, comme lieu d'études, par exemple. Et voyez, en plus, hein, quand vos parents vous disent « Non, tu ne sors pas de la maison bon, », surtout en temps de confinement, ben, ils en ont parfaitement le droit. Regardez ce que nous dit l'article civil, l'article du Code civil. L'enfant ne peut, sans permission des pères et mères, quitter la maison familiale. Eh oui, vous ne pouvez pas sortir de la maison sans la permission de vos parents. Donc on voit finalement que les parents ou ceux qui possèdent l'autorité parentale ont des droits et aussi des devoirs qu'ils exercent dans l'intérêt de l'enfant. Alors pourquoi je dis que l'autorité parentale n'est pas forcément les parents? Eh bien, on en avait parlé en classe avec vos camarades et c'est pour ça que du coup je développe un peu plus ici. Il y a des parents qui, parce qu'ils ne se comporteraient pas bien avec leur enfant, ils seraient maltraitants, peuvent, dans des cas très graves, perdre leur autorité parentale. Et auquel cas,
ça peut être un autre membre de la famille ou la famille d'accueil qui élèvera cet enfant, qui disposera de l'autorité parentale. Mais sachant que voilà, ça c'est le juge qui le décide à partir du moment où on lui fait un signalement pour maltraitance. Il y a une enquête qui est faite et là, le juge essaie de voir finalement si l'enfant est mieux avec ou sans ses parents et si les parents peuvent en quelque sorte apprendre à mieux s'occuper de leurs enfants. Parce que pour beaucoup de parents maltraitants, ce sont des enfants qui eux-mêmes ont été maltraités et qui ne savent pas comment faire autrement. Donc la première idée, le premier objectif, c'est d'apprendre à ses parents à bien s'occuper de leur enfant. Et c'est uniquement dans des cas très graves où le parent répète ses actes de maltraitance, où il est en rupture avec tout ce qu'on peut lui dire, que là, si la santé de l'enfant est véritablement en danger, qu'elle soit physique ou psychologique, eh bien là, on peut du coup confier l'enfant à une autre famille. C'est en ce sens-là que finalement l'autorité parentale, dans la très grande majorité des cas, elle est exercée par les parents, mais pas forcément. Voilà, des parents peuvent la perdre s'ils se comportent mal, ou s'ils décèdent, eh bien l'enfant sera élevé par quelqu'un d'autre. Soit par des membres de la famille, s'il en a et que ces membres de la famille le désirent, c'est le plus fréquent, soit par ce qu'on appelle des familles d'accueil. Donc, ce qui est important, c'est de réaliser que finalement, tous les enfants du monde, c'est-à-dire de France, mais aussi dans les autres pays, ont des droits. C'est ce que vous voyez dans cette affiche-là, qui a été réalisée pour fêter les 25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Convention internationale, c'est-à-dire que la quasi-totalité des pays du monde se sont mis d'accord entre eux pour accorder un certain nombre de droits fondamentaux aux enfants. Le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé contre les mauvais traitements, le droit à avoir une identité, le droit de t'exprimer, le droit à une égalité de traitement, avoir accès finalement aux mêmes services, quelle que soit ta couleur de peau, ton sexe ou ton handicap, le droit de rire et de jouer. Ça c'est intéressant, c'est reconnu comme un droit de l'enfant. Le droit d'être soigné, et enfin le droit d'être protégé de la guerre. Donc voilà un certain nombre de droits fondamentaux qui sont assurés par cette convention qui elle-même dépend, vous voyez en dessous, de l'UNICEF. Alors peut-être que vous avez déjà vu l'UNICEF parce que c'est le sponsor par exemple d'un certain nombre de clubs de foot où vous pouvez trouver l'UNICEF sur les maillots ou parfois vous avez peut-être fait des manifestations, des moments, je sais pas, des événements organisés par l'UNICEF. Alors l'UNICEF, c'est un mot anglais en fait, U pour United Nations International Children's Emergency Fund, qui signifie en français le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Les Nations Unies, c'est l'ONU, c'est-à-dire l'organisation la plus puissante qui regroupe tous les pays du monde. Eh bien, ils ont créé un fonds exprès pour les enfants. L'UNICEF, c'est donc la branche de l'ONU qui s'occupe des enfants qui essayent d'améliorer finalement leurs conditions de vie. Hélas, on remarque que dans un certain nombre de pays du monde, eh bien, cette Convention internationale des droits de l'enfant n'est pas respectée. Là, on est au Bangladesh, dans ce qu'on appelle un PMA, un pays moins avancé. Et effectivement, dans la majorité des PMA, on retrouve des enfants qui sont obligés de travailler, alors que la Convention internationale des droits de l'enfant l'interdit. Pour l'UNICEF, la place d'un enfant, elle est à l'école. Elle est à se distraire, elle est à jouer, elle n'est pas à travailler. Mais donc voilà, il y a la loi qui protège les enfants, et puis il y a des exceptions dans certains pays pauvres où des enfants sont encore forcés de travailler. Alors, si l'enfant a des droits, comme nous venons de le voir, il a aussi des devoirs. Il doit respecter la loi et il doit obéissance à ses parents. Vous devez obéissance à vos parents à partir du moment où les décisions prises par les parents ne sont pas contraires à l'intérêt de l'enfant.
Je m'explique. Si vos parents vous obligent à vous coucher à 21 heures parce qu'ils disent que c'est dans votre intérêt de vous reposer la nuit, ils en ont parfaitement le droit. Et là, vous leur devez obéissance parce qu'ils le font dans votre intérêt. Ils vous disent d'aller vous coucher parce que vous devez vous reposer. Si maintenant, ils vous obligent à sauter d'un pont, cela n'est pas dans votre intérêt, évidemment, ça vous met en danger, et donc vous n'avez pas à leur obéir. Vous devez obéissance à vos parents à partir du moment où ceux-ci prennent des décisions dans votre intérêt. Regardez, là, vos parents ont le même. Toute personne qui soit s'est mariée, soit a des enfants, a un livret de famille. Et dans le livret de famille, finalement, eh bien, vous avez votre nom, le nom de la mère ou de l'épouse si vous avez un mariage. Et puis, chaque enfant, vous avez un petit... l'état civil. Voilà. Quand est-ce qu'il est né, où, à quelle heure, blablabla. Bon. Et dans les premières pages du livret de famille, vous pouvez le consulter chez vous si vous voulez, hein, c'est page 8, vous avez le document 5 qui vous dit « Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ». Et le document 4 qui vous dit « Autorité parentale ». Donc l'autorité parentale, on l'a déjà vu. C'est ce qui dit que finalement c'est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant jusqu'à sa majorité, etc. Et ce qui est dans la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfance, regardez, écoutez bien, c'est très intéressant. Il est dit, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à proportion de ses ressources. Alors, au niveau de son argent, si la maman gagne 3 fois plus que le papa, eh bien, la loi prévoit qu'elle doit financer 3 fois plus aussi l'éducation de son enfant. Donc, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Oh, ça c'est terrible. Là, c'est terrible ce que je vous dis. Là, vous allez pouvoir avoir un chantage incroyable avec vos parents. C'est que parfois, peut-être quand ils sont fâchés, ils disent « Oui, bon, ça c'est jusqu'à tes 18 ans et après tu te débrouilleras. » Et bien, en fait, la loi prévoit que non. Même après vos 18 ans, eh bien, vos enfants ont encore l'obligation de contribuer à votre entretien et à votre éducation. Je relis, hein. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Par contre, attention, ça ne s'arrête pas là. Une fois que cette contribution a pris fin, les parents doivent des aliments à leur enfant, si ceux-ci sont dans leurs besoins. Ils devront toujours vous nourrir. Cette obligation est réciproque. Réciproque, vous avez peut-être vu ça en mathématiques, réciproque, c'est ce qui fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que même quand vous avez 30-40 ans, eh bien, vos parents, si vous êtes en besoin de base, en besoin alimentaire, la loi prévoit qu'ils doivent subvenir à ces besoins-là. Mais si vos parents âgés ou je ne sais quoi ont aussi besoin d'aliments, alors aliments, on va dire, ont des besoins de base à satisfaire, eh bien, vous leur devez assistance. Ah ah! Donc voilà, ça c'est dans le livret de famille, page 8. Je vous invite là, pour ceux qui sont en enseignement à distance, d'aller retrouver votre papa ou votre maman, leur demander le livret de famille et de lire et discuter ensemble ce qu'on retrouve finalement dans la page 8 du livret de famille. Je trouve que ça peut être à l'origine de belles discussions. Alors, dans les devoirs, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe si l'enfant il fait des bêtises. Ce que dit la loi, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. Ce qui veut dire que si, on le voit là, vous décidez de taguer le portail de la voisine en faisant un gros chat avec des petits cœurs, et que visiblement ça ne lui fait pas très plaisir, eh bien vos parents doivent le rembourser. Ils doivent assumer, ils sont responsables. Et responsables pénalement même, hein, ça peut aller très très loin. Donc du coup, voilà, ils ont une autorité, ils peuvent décider de ce qui est bon ou pas pour vous, mais charge à eux d'assurer finalement les conséquences si vous commettez des choses qui sont illégales. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de responsabilité.
à partir de 13 ans, on considère qu'un enfant peut être pénalement responsable. Et donc dans des cas très graves et exceptionnels, mais ça peut arriver, il y a des mineurs qui sont dans des équivalents de prison en fait. On appelle ça des centres de redressement pour mineurs. Ça ne s'appelle pas des prisons, mais en fait, ils sont enfermés, ils ne peuvent pas sortir sans être accompagnés. Voilà, donc ce n'est pas finalement parce que vos parents sont responsables pour vous que vous ne risquez rien non plus, du moins à partir de vos 13 ans. Donc là, vous êtes en 6e, si vous voulez faire des grosses bêtises et pas être responsable pénalement, vous n'en avez plus pour longtemps en quelque sorte. Voilà. Donc si un enfant est arrêté pour ne pas avoir respecté le code de la route, par exemple, eh bien, les parents devront payer l'amende. Voilà, c'est pas parce qu'il est mineur qu'il n'a pas à en assumer ou ses parents n'en ont pas assumé les conséquences. Donc pour résumer cette séance, un enfant est un mineur placé sous la responsabilité d'un adulte ayant l'autorité parentale. Un enfant a des droits, comme un droit à l'identité, c'est-à-dire à avoir un nom, un prénom, une carte d'identité. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui lui permettra de s'inscrire dans une école, de voyager, de faire des études, de trouver un emploi. Donc il a le droit à l'identité, à l'éducation, à la santé, etc. Mais il a aussi des devoirs, le respect de la loi, de ses parents, etc. Les droits des enfants sont reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, qui a été signée par la France et la quasi-totalité des pays du monde, même si hélas, dans certains pays, elle n'est pas respectée. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand on a abordé cette question finalement de l'autorité parentale en classe, des questions, et c'est normal qu'en enseignement moral et civique vous posiez des questions, c'est la matière peut-être qui invite le plus à s'interroger justement. Vos camarades m'avaient parlé beaucoup de maltraitance, comment on fait, ces enfants-là, comment on les aide, etc., etc. Et du coup, je leur ai proposé de voir un témoignage très touchant de Thierry Beccaro, là, que vous avez derrière moi, et qui raconte finalement son passé d'enfant maltraité. Alors que c'est aujourd'hui un animateur de télévision assez célèbre, eh bien on voit qu'il est encore très marqué par ce passé-là. Donc c'est une vidéo qui est quand même assez difficile à regarder. Donc pour cette raison-là, le travail que je vous donne, il est optionnel. Mais si vous voulez vous aussi approfondir ce questionnement-là, j'ai prévu avec les élèves en présentiel un questionnaire d'une dizaine de questions qu'il faut remplir finalement en lien avec le visionnage de cette vidéo pour ensemble s'interroger sur finalement comment ces enfants maltraités sont marqués par ce qu'ils ont vécu et comment ensuite ils peuvent progressivement et difficilement, mais ils peuvent quand même parvenir à s'en sortir parce que c'est ce qu'a réussi à faire ce courageux acteur, parce que, comme vous voyez, c'est courageux de témoigner, et même des dizaines d'années après, on voit qu'il est encore très marqué par ça. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt pour la suite de ce cours de MC, où on parlera là de la citoyenneté, on verra comment l'enfant est un futur citoyen.